La ville de Nioro s'est mobilisée pour l'opération Bé Malifé. La délégation de la plateforme a animé une conférence débat au cours de laquelle elle a partagé avec les populations le contenu des pourparlers d'Alger, mais aussi de l'actualité du moment. Compte rendu Ibrahima Chokari. L'opération Bé Malifé, initiative citoyenne, fédère plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile. La plateforme a initié une conférence débat pour expliquer aux populations de Nioro du Sahel, d'une part, le sens et la mission de l'opération et d'autre part, recueillir leurs préoccupations. La reprise de la coopération multilatérale avec nos partenaires, notamment le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne, permettra forcément d'impacter positivement notre quotidien. Sur le plan sanitaire, les mesures préventives liées à la forte implication du président de la République et de son gouvernement ont contribué à réduire de façon drastique la propagation de la maladie à virus Ebola. Au sujet des pourparlers inclusifs d'Alger, la délégation malienne est revenue d'Alger avec un document de synthèse qui doit être amélioré par nos concitoyens, nos leaders politiques et ceux de la société civile. Bé Malifé, c'est un propos appréciable s'il est fondé sur la vérité. À Nioro, les populations ont adhéré à l'initiative Bé Malifé et elles se mobilisent et promettent d'accompagner le gouvernement dans sa quête de paix. Les autorités religieuses et traditionnelles de Nioro qui ont reçu la visite de la délégation ont accueilli elles aussi l'initiative et elles ont prié en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays. Le concept paix, religion et gouvernance vient d'être lancé à Bamako. L'initiative est de l'ONG internationale ICO. Ce projet de 36 mois sera exécuté dans la région de Tombouctou pour un coût total de plus de 253 millions de francs CFA. Il ambitionne d'apporter sa contribution au processus de réconciliation et de paix entre les différentes communautés. Compte rendu, Lamine Keïta. Créer une plateforme de dialogue entre les communautés à travers le concept paix, religion et gouvernance, c'est l'objet principal de ce projet intitulé « Le Mali que nous voulons ». Durant 3 ans, l'ONG internationale néerlandaise ICO se propose de mettre en place des espaces de concertation en vue de répondre aux besoins d'information des populations pour une meilleure coexistence pacifique. Il y a eu une création de suspicion et de haine au sein de la communauté. Donc pour ce faire, nous on veut se servir de la religion. Parce que le Mali est un pays laïque. Donc cette laïcité doit être mise à profit pour que chacun ait sa liberté de culte pour son développement. Ce projet sur la tolérance et le vivre ensemble est une contribution de taille qui fait partie des priorités de l'État malien. Ce projet s'adresse à la tolérance religieuse en premier lieu, c'est-à-dire comment faire cohabiter les différentes confessions religieuses pour que la paix revienne et pour que le vivre ensemble, qui jadis était une règle sociale dans notre pays, reprenne. Ce projet démarre en janvier 2015. Concept à un autre, le projet mode mécanisme d'observation de la décentralisation et des dynamiques territoriales. C'est un projet qui permet au groupe Odyssée de mettre en application la démarche recherche-action. Le projet est initié en partenariat avec la coopération néerlandaise et belge. Reportage Isaac Tchenou. Cette cérémonie consacre le lancement du projet MODE, mécanisme d'observation de la décentralisation et des dynamiques territoriales initié par le groupe Observation des dynamiques sociales, spatiales et expertise endogène Odyssée. MODE n'est pas un observatoire, mais un projet qui vise à développer un système de traitement de données qualitatives et renseigne sur la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation au Mali. Le groupe Odyssée a pour objectif d'initier des programmes de recherche fondamentale et appliquée et de répondre à des sollicitations de recherche et d'études scientifiques dans le secteur public ou privé, tant au niveau national qu'international. Le projet MODE va fournir les éléments de dialogue politique autour de la décentralisation. Il va aussi fournir de la matière au gouvernement du Mali pour donner les nécessaires impulsions à la nouvelle réforme
de la décentralisation. À en croire le représentant du ministre de la décentralisation et de la ville, le projet MODE partage avec le département en charge de la décentralisation les mêmes convictions de développement territorial. Si depuis 1992, le Mali a engagé une réforme de décentralisation de la gestion publique dont le but ultime était de changer le mode de gestion de l'État centralisé, il reste qu'au-delà des résultats positifs incontestables engrangés dans ce processus, de nombreuses interrogations quant à la capacité de la réforme à instaurer un système plus inclusif de gestion publique, respectueux des droits et de la responsabilité des populations et créant un environnement favorable au développement durable fondé sur les besoins et les capacités du pays. L'assistance a eu droit à une présentation du projet par le directeur exécutif qui n'a pas manqué de détailler le plan d'exécution. Autre grand titre de cette édition, subventionner la pisciculture comme les autres filières de l'agriculture, c'est le combat que mènent les acteurs du secteur du milieu d'Alevin restent dans les étangs faute d'écoulement. Mais fort heureusement, des mesures législatives et réglementaires sont en cours pour venir au secours de la pisciculture. Siratigui Traoré nous amène dans l'univers des Alevins, le Bozo et son filet. Suivez ces dossiers de la rédaction. La loi du 20 mars 1995 fixe le cadre général de l'exercice des activités de pêche au Mali. Le texte distingue les domaines piscicoles de l'État, des collectivités décentralisées et des particuliers. C'est justement la partie de cette loi relative au domaine piscicole privé qui définit les conditions, les règles et les principes de la pisciculture au Mali. En clair, la loi considère la pisciculture comme l'exercice privé de l'élevage des poissons, libre exercice comme tout autre élevage dans un contexte de libéralisme économique. Si la loi est claire, la pratique de la pisciculture n'en est pas autant. L'État, il soutient bien l'agriculture qui est une activité qui est bien connue au Mali, mais la pisciculture est très très mal connue au Mali. Pour faire ces étangs, je suis obligé de faire venir des expatriés pour m'aider à installer tous ces étangs. L'État, de la même manière dont il subventionne l'agriculture et l'élevage, c'est cette même manière qu'ils doivent soutenir la pêche. En faisant quoi? C'est de donner à des fermes qui se sont installées pour leur permettre de survivre, pour permettre de former d'autres jeunes, pour permettre de faire beaucoup de choses dans ce domaine. C'est de tout simplement voir ces pisciculteurs qui existent déjà, qu'est-ce qui est leur besoin. Quand les pisciculteurs disent qu'à un moment donné ils sont lâchés par l'État, ça veut dire qu'à un moment donné ils étaient avec l'État. Et là, je comprends que lors des problèmes la sécheresse de 2011, il y a eu un plan d'urgence, des mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement malien. Et pour la première fois, a été inscrit dans ce plan d'urgence l'achat d'alevins pour l'empoisonnement des plans d'eau. C'est pratiquement 1 milliard qui a été investi pour l'achat d'alevins et l'empoisonnement des mares. Donc 2 ans après, si les pisciculteurs n'ont pas vu une action pareille, peut-être que c'est ce qui explique un peu le fait qu'ils disent qu'ils ont été lâchés par l'État, et surtout que nous avons aussi élaboré un plan de campagne harmonisé. Au-delà de cette contradiction, la triste réalité est là. Beaucoup d'alevins, peu de preneurs. Pourtant, l'État aurait stimulé la production d'alevins à outrance. Mon problème, c'est la mévente. Vous avez bien vu que cette génération qui se retrouve dans un étang, ça me touche énormément. En regardant tout l'investissement que j'ai fait et en me retrouvant avec des produits qui ne se vendent pas, ça fait très mal. Autant ici que chez les autres. Donc soit qu'on nous détermine des programmes bien déterminés, qu'on nous dit de produire des poissons, des poissons marchands, ou qu'on produit des alevins. Mais moi, j'aimerais me déterminer en tant que producteur d'alevins de tilapia. Je n'ai pas deux espèces, je n'ai qu'une seule espèce, et je sais que je suis en mesure de fournir au moins 1 500 000 alevins sans vraiment de difficultés à n'importe quel acheteur. Ce n'est que la mévente qui me préoccupe beaucoup. Quand le ministre a décidé que nous allons à la subvention des intrants dans le domaine de l'élevage et de la pêche, en accord avec le ministère des Finances, il a été décidé d'élaborer un guide concernant ces intrants-là. Et c'est ce qui a été élaboré, ça a été fastidié, mais le guide, bien sûr, a été signé le 1er août.
Maintenant que nous avons un guide concernant les intrants de l'élevage et de la pêche, il faut se mettre dans le processus maintenant et de fixer les prix repères, parce qu'il y a des prix repères qui sont pris, le prix fournisseur, et à ce jour, encore il n'y a pas de décision qui fixe les prix repères par rapport à l'aliment, ni par rapport à l'aliment poisson, ni par rapport à l'aliment bétail. Loin d'attirer la foudre des fiscs sur les pisciculteurs, la voie de la régularisation des situations semble la meilleure et même l'un des vecteurs de la promotion de la filière. Le poisson est un produit vite périssable qui a besoin d'accompagnement. Libération de l'emprise de la route nationale 6 Bamako-Ségou, c'était vendredi dernier. À travers cette opération, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER entend réduire les risques d'accidents liés à des pratiques telles le mauvais stationnement. L'activité a été organisée conjointement par la Direction nationale des routes et la Gendarmerie nationale, envoyés spéciaux Youssouf Diara et Lamine Keïta. C'est surtout pour éviter des accidents tragiques de ce genre que l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER a organisé cette opération de libération de l'emprise de la route nationale numéro 6. La situation est particulièrement préoccupante sur cette voie menant de Bamako à Ségou, où les gros porteurs abandonnés ont occasionné plusieurs accidents. Nous sommes très ravis de la contribution des services de l'ANASER qui nous enlève une épine du pied. Nous sommes obligés de s'investir pour que des phénomènes de ce genre ne se répètent pas. Le stationnement anarchique constitue un danger aux conséquences inestimables pour les usagers et dégrade la route. C'est un appel que je lance à tout le monde, notamment aux plus hautes autorités. Aujourd'hui, l'ANASER a la volonté de travailler. L'ANASER a l'obligation de préserver la vie des usagers sur la route. Mais l'ANASER n'a pas les moyens de sa politique. Nous savons comment, quel effort nous avons fourni, quelles difficultés nous avons rencontrées pour avoir cette grue-là. Donc aujourd'hui, la police n'a pas de grue. C'est la police qui devait enlever ces véhicules sur la route, en urbain. C'est la gendarmerie qui devait enlever ces genres de véhicules en interurbain. Mais la gendarmerie n'a pas de grue. Je lance un appel même aux bonnes volontés. Vous savez, c'est ensemble que nous pouvons lutter contre l'insécurité routière. La route nationale numéro 6, avec plus de 3000 véhicules par jour, a besoin d'être soigneusement entretenue compte tenu de son apport dans l'économie nationale. Dans quelques jours, notre pays procédera au renouvellement des mandats de conseillers de village, de fractions et de quartiers. En attendant le démarrage de ces opérations de renouvellement de conseillers, le conseiller technique chargé des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Mamani Nassiré, et le directeur général de l'administration du territoire, Moriba Sinayogo, rappellent les conditions et le contexte dans lesquels interviennent ces opérations. Ils sont au micro de Fademba Keïta. Il faut rappeler que le département vient de boucler une mission, une tournée à l'intérieur du pays dans le cadre des préparatifs de ces renouvellements du 21 novembre à Kaye et au 11 décembre dans le district de Bamako. Donc l'objectif était d'échanger avec les autorités chargées de ces questions pour essayer de partager la bonne interprétation des textes et également évaluer les difficultés d'application des textes. Donc, ces opérations se situent dans un contexte juridique difficile pour l'administration aujourd'hui parce que les conseils sont élus pour un mandat de 5 ans au terme de la loi et les conseils actuellement en exercice ont été mis en place en 2008. Qui peut être conseiller? Nous avons également rappelé certaines dispositions qui sont dans la loi. Nous avons dit tout chef de famille âgé de 18 ans. Mais dans la loi, il est dit qu'il peut être désigné comme conseiller tout citoyen âgé de 18 ans. Maintenant, cependant, il y a deux catégories de personnes qui sont exclues. Ceux qui ont été condamnés pour crime ou bien ceux qui ont été condamnés avec des peines les privant de droits civiques. Donc, c'est ces deux personnes qui ne peuvent pas être désignées comme conseillers. Et nous avons dit également que par rapport à l'autorité, c'est le maire, le sous-préfet et le maire.
Les opérations se dérouleront sous l'autorité du sous-préfet. Il sera assisté du maire. Et nous avons insisté sur cette formalité qu'il ne faudrait pas que des PV soient établis sans que les deux autorités, sans la signature des deux, parce que ça peut donner lieu à l'annulation des opérations de désignation. Et puis vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de ces entretiens. En 5e région, dans le cadre de l'exécution de la convention de partenariat pour la réalisation du programme IMO haute intensité de main-d'œuvre dans sa 3e phase, la coordination régionale de l'Agence pour la promotion de l'emploi jeune de Mopti a procédé au lancement de ses activités dans le cercle de Mopti, notamment à Konna, compte rendu Mahamar Ibrahim Touré. Le volet 4 du programme d'intervention d'urgence mis en œuvre par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes vise à participer à la relance de la vie économique en faveur des familles résidentes affectées par la crise du Nord. Cette 3e phase prend en compte le cercle de Mopti, notamment la commune urbaine de Konna, et concerne précisément la bretelle du village de Sama. Nous sommes en train de refaire un ouvrage qui suit une bretelle qui désenclave complètement toute notre zone inondée. Vraiment, on tient non seulement à remercier la pêche, mais aussi à remercier tous les partenaires qui y œuvrent. Le programme permet aux résidents des zones touchées par la crise des activités généralistes de revenus, et à travers maintenant l'approche IMO, nous utilisons beaucoup de jeunes pour que les jeunes autour d'un intérêt commun qu'ils puissent discuter ensemble pour la cohésion sociale, pour le développement. C'est une activité qui va encore occuper les jeunes pendant cette période de mois après les récoltes et qui va permettre aussi de faciliter le désenclavement des 6 villages qu'il faut vraiment réhabiliter. Le programme qui, dans un premier temps, concernait le cercle de Donza, s'est élargi aux différentes zones touchées par la crise dans sa phase 2, Tenenkou, Louarou, Bankas et Koro. Monde agricole toujours en 2e région, le comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue, zone de Manikura, vient de tenir sa 5e session annuelle 2015. Au cours de la rencontre, le comité a passé en revue l'examen du procès verbal de la 4e session, le rapport d'activité 2014 et le budget programme 2015, compte rendu Daouda Kone. Dans la salle de conférence de l'Office de développement rural de Selengue Odérès, les échanges étaient axés sur l'examen des activités réalisées en 2014 et le budget programme de 2015. À l'issue des travaux, des observations et recommandations ont été faites pour une performance du programme dans la zone. Le programme d'activité 2015 du PDIBS sera consacré essentiellement aux travaux du seuil de Kourouba. Ce seuil, c'est un ouvrage qui permettra de rehausser le niveau d'eau au niveau de la rivière Sangarani pour faciliter l'irrigation du périmètre de Manukura et en même temps l'aménagement de 5000 autres hectares. Mais aujourd'hui, le comité a pu se rendre compte que l'étude a été réalisée à 100%. Le dossier de préqualification a été élaboré par le projet et soumis à l'avis du bailleur du fonds. Les producteurs et les productrices du périmètre de Maninkroa ainsi que le personnel d'encadrement attendent impatiemment le démarrage des travaux du seuil prévu en 2015. Le PDBS n'a qu'à faire en sorte afin que ce projet puisse voir le jour. Le PDIBS est un programme qui porte sur les travaux du seuil, aux études techniques et à l'appui à la production agricole. Nous arrivons au dossier culture de cette édition qui nous parle de 4 chefs-d'œuvre d'art rituel exposés en permanence au Musée national. Parmi tant d'autres, il s'agit du Kalao du peuple Sénoufo, le Dégué de l'univers Dogon, le Ndomo, Bamana et le Hambé de la communauté Bois. Ces masques ou statuettes ont servi de support aux rites initiatiques, aux croyances et aux mythes du monde. Ils étaient généralement utilisés pour la fertilité de la terre et la fécondité humaine, tout en enseignant la complémentarité des sexes. Tedje Kamara, Cheikh Oumar Sangaré nous propose ce dossier culture.
de 9000 objets inventoriés, 1700 mètres carrés de surface d'exposition, des expositions itinérantes, temporaires ou permanentes. Le Musée national du Mali est à coup sûr un lieu stratégique de protection et de promotion de notre héritage culturel commun. Ici, une des expositions permanentes est consacrée aux chefs-d'œuvre d'art et rituel. Il s'agit essentiellement des objets artistiques à caractère religieux. Les masques, les statuettes que nous avons dans cette salle ont servi de support aux rites initiatiques, de support aux croyances et aux mythes de création et d'organisation du monde que chaque peuple a développé et dont il s'est servi pour vivre sa vie sur Terre. Les objets exposés sont représentatifs des différents groupes ethniques. À travers certains d'entre eux, on découvre mieux le savoir-faire culturel du peuple sénoufo. À titre d'exemple, cette statuette en bois appelée le Kalao, symbole de la philosophie du sénoufo. Le long bec, ça représente l'homme. Le gros ventre, ça représente la femme. Vous avez en haut les petits, ça symbolise la maternité. Et quatre roues représentent les 4 points cardinaux. Et sur la tête, vous avez le caméléon qui symbolise le changement, l'adaptabilité, le savoir. Vous avez des taches rouges et noires qui symbolisent la vie et la mort. Nos communautés ancestrales étaient conscientes que l'autosuffisance alimentaire est gage d'indépendance. C'est pourquoi l'une de leurs préoccupations était l'abondance des pluies. Ces 3 objets sont des objets très importants chez les Dogons. C'est des objets rituels qui sont utilisés pour faire des offrandes, pour la fertilité de la terre et la fécondité des hommes. Sur les 2 statuettes des 2 extrémités, vous avez l'objet qui a les bras levés. Alors les bras levés implorent les dieux du ciel pour envoyer la pluie pour la fertilité de la terre. Le Ndomo, symbole de la soif du savoir, du contrôle de la parole et des vertus du silence, est l'un des objets importants pour l'initiation des jeunes. L'étroitesse de la bouche, ce qui signifie le contrôle de la parole. Parce que dans l'entendement du Bamana, une fois que l'homme est initié, alors il n'a plus le droit, ou il ne devrait plus avoir le droit de parler n'importe comment. Tout ce qu'il dit doit être contrôlé. Et l'éclatement des yeux, c'est-à-dire il s'agit pour le Bamana initié d'être bien regardant, de voir l'âge autour de soi. Le Hambé est une figure de 1,60 m, un des objets de croyance de la communauté Bois. C'est un objet de culte. Donc la communauté Bobo, tous les 11 ans, d'après le renseignement que nous avons reçu, effectuait des rituels autour de ça. Et comme vous voyez, elle est très svelte, longiligne. Pour la communauté Bobo, il représente Dieu. C'est comme si Dieu était dans un coin, il nous observait, il nous surplombe et il est en train de regarder sa créature. Les plus anciens de ces objets ont été collectés à la naissance du musée soudanais de Bamako, créé en 1953 et devenu par la suite le musée national. Il nous enseigne, en vertu de nos us et coutumes, la complémentarité homme-femme. C'est un côté de dualité qu'on retrouve sur chaque objet rituel, pour dire le côté de chaque homme dans la femme et le côté de chaque femme dans l'homme. Les objets ethnographiques ainsi présentés ont joué un rôle très important dans la croyance populaire, la transmission du savoir et la stabilité sociale au sein de la communauté nationale. Ils constituent un pont entre nous et notre passé. Le Mali culturel, sport, football, championnat national de Ligue 1. Hier, 2 matchs se sont joués au stade Modibo Keïta. Au compte de la 2e journée, l'ASB et la Somme ont partagé des points 0 but partout. Le stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela se sont séparés par 2 buts partout. Le résumé de ces 2 matchs avec Siragatou Sissé.
Dans cette rencontre, Stade Malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarila, il ne fallait pas venir en retard et repartir avant le coup de sifflet final. Les 11 créateurs ont rapidement marqué un but matinal à la 4e minute dans le premier acte. Et le Stade Malien a égalisé pour le 2-2 dans les arrêts de jeu du second acte. Le chemin du Stade Malien de Bamako et des 11 créateurs de Nyarila se croisent décidément cette année. 2 semaines après leur dernier face-à-face en Supercoupe, Stadistes et créateurs se retrouvent en championnat pour l'un des matchs vedettes de la 2e journée de Ligue 1. Le cauchemar continue en seconde période. À la 48e minute, le défenseur Moussa Koulibaly crochette en pleine surface de réparation l'attaquant de 11 Sissoko. Et sans trembler, Bourama Sidibé, le transfuge du CS Dougouro Fila, prend à contre-pied le gardien pour le 2-0. À ce moment précis, le champion en titre est KO. À la 88e minute, Ismaël Koné réduit le score sur un centre en retrait. Et dans les arrêts de jeu, Sadio Kanouté surgit pour établir la parité à 2-2. Le Stade Malien de Bamako est revenu de loin. L'arbitre central, l'international Ousmane Sidibé, s'est illustré en distribuant 10 cartons jaunes et répartis comme suit. 6 aux 11 créateurs et 4 au Stade Malien, plus 2 cartons rouges, dont un de chaque côté. Dans le second match de la soirée, l'ASB et la Somme se sont quittés sur un nul de 0-0. On note le carton rouge récolté à la 31e minute par le milieu de l'ASB, Mamadou Bagayogo. Sport toujours, autre discipline équestre, un nouveau bureau fédéral dirigé par Mohamed Aïdara a été mis en place. Le bureau a été donc élu au cours de l'Assemblée générale élective tenue ce matin à l'ex-SNJ. Voici le compte rendu d'Abdoul Karim Kaba sur le sujet. Avec 8 voix contre 1 pour Pascal Traoré, Mohamed Aïdara est élu à la tête de la Fédération malienne des sports équestres en lieu et place de la Fédération malienne de hippisme. Le président entend compte travailler dans la plus grande transparence et dans la paix. Je tâcherai de ne pas décevoir et faire en sorte que ce bureau soit un bureau irréprochable. Dans les 4 années à venir, je ferai tout ce qui est dans mes possibilités et dans les possibilités de mon bureau fédéral pour gérer la fédération comme il le faut. Je voudrais que tout le monde sache aussi que désormais, tout ce qu'on aura à prendre comme décision au niveau du bureau fédéral, ce sera des décisions collégiales. Cette élection vient ainsi mettre fin aux travaux du comité de normalisation mis en place par le ministre des Sports. On peut dire aujourd'hui que la Fédération malienne des sports équestres dispose désormais de nouveaux textes dignes de ce nom, tout en restant convaincu que toute œuvre humaine reste perfectible. Pour l'exécution de la mission qui nous a été confiée, la reprise des courses hippiques constituait l'une des activités phares. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu organiser 9 courses au total. Le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif du Mali, ainsi que le représentant du shérif de Nioro, Moulay Idriss Haïdara, ont tous salué les efforts du comité de normalisation, tout en encourageant la nouvelle équipe à cultiver la paix, l'entente et le fair play pour le développement des sports équestres au Mali. Le nouveau bureau est composé de 21 membres pour un mandat de 4 ans. 9 ligues ont pris part au vote, seule la Ligue de Bamako était absente. Cette annonce avant de nous quitter, regard africain sur les questions de sécurité au Sahel et la gestion des conflits en Afrique, le cas du Mali, tel est le sujet de questions d'actualité de ce soir. Les participants du colloque international récemment tenu à Bamako, qui sont les invités de cette émission, vous en diront davantage. Questions d'actualité, donc après ce journal aux environs de 21h30. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 18h-20h, une présentation de Amara Mali Diallo. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les éditions de 10h et 13h. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.